Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 9 juin 2023. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, et désormais, il est l'heure de retrouver sur le plateau de TV Finance et non pas à l'autre bout de la Terre, Eric Galliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Valcon Expertise et pour nous, tous les vendredis, vous dressez le bilan de la semaine écoulée pour nous expliquer comment les principales actualités macro, micro, financières, monétaires ont impacté les marchés financiers. On va commencer donc par le bilan de la semaine, Eric. C'est un bilan positif, donc les actions ont progressé, le prix des actions a progressé au cours de la semaine écoulée, entre 1 et 1,5%, on va dire, entre les places européennes et américaines. Donc c'est une reprise de la hausse, notamment en Europe, avec un euro qui est relativement stable, avec une progression aussi de 0,2%. Alors, dans le fil de vos actualités, dans le tour du monde de vos actualités, vous avez décidé de nous parler de la réduction de production de la part de l'OPEP+. Oui, c'est une information qui a été connue donc, cette semaine, bien sûr, avec l'idée que l'Arabie Saoudite, qui est membre bien sûr de l'OPEP+, plus la Russie notamment et d'autres pays, a décidé de baisser sensiblement sa production. C'est une baisse de l'ordre d'1 million de barils jour par rapport au mois de mai. Donc en juillet, l'Arabie Saoudite va produire 9 millions de barils jour contre 10 au mois de mai, ce qui est quand même une baisse importante et qui s'ajoute aux baisses qui ont été programmées par ce cartel de producteurs de pétrole, puisque donc, les baisses précédentes se portent à 1,4 million de barils le jour. C'est beaucoup, et on a vraiment là, le sentiment que la main de l'homme, en quelque sorte, essaye de transformer et de s'opposer aux effets de la nature, aux effets de la conjoncture économique générale, qui voudrait que les prix du pétrole baissent beaucoup plus, ce qui serait normal et souhaitable, dans le cadre d'un ralentissement économique global qui commence à prendre une certaine ampleur. Et donc il serait bon que les prix du pétrole baissent. D'ailleurs, le prix du pétrole n'a pas flambé. Oui, c'est ça en fait, ça permet de ralentir la baisse en fait. Ça permet de freiner la baisse, mais bon, c'est quand même bien les fondamentaux qui vont l'emporter. Alors, écoutez, sur le pétrole, c'est certain. On va parler, désormais, vous nous dites qu'effectivement, il y a plusieurs indicateurs, un faisceau d'indicateurs qui montrent que la croissance économique mondiale pourrait ralentit ou pourrait ralentir, et notamment les données en provenance de Chine. Alors vous avez décidé de nous parler de la balance commerciale et notamment des exportations chinoises qui ne sont pas bien orientées. Ce matin, c'est l'inflation en Chine aussi qui n'était pas bien orientée. Tout ça nous fait dire que l'empire du milieu va mal. Oui, c'est l'avenir du monde, comme on l'avait pu le présenter, comme on a pu le présenter, comme on le présente parfois encore, qui souffre et qui est donc dans une phase de ralentissement séculaire de son activité. C'est pas conjoncturel, c'est vraiment structurel. On différencie structurel de séculaire également. Non, pour moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, séculaire, c'est sur une période donnée quand même. Structurel, c'est quand même ancré. C'est ancré pour moi et c'est écrit en quelque sorte dans le schéma d'ailleurs de développement des pays jeunes entre guillemets ou des pays en voie de développement, comme on les appelait, les pays émergents aujourd'hui. Il y a un ralentissement économique global de ce pays et l'on voit que les exportations, ici on peut le lire comme un indicateur conjoncturel du monde en fait, puisque les exportations chinoises correspondent aux importations du reste du monde et si on importe beaucoup, c'est parce qu'on a de la croissance quelque part. Et donc si ces exportations chinoises baissent de près de 8% par rapport à l'année dernière, c'est quand même que c'est un peu compliqué. Donc effectivement, c'est compliqué où ? Aux États-Unis et en Europe ? Partout dans le monde, d'une façon générale, donc États-Unis, Europe, les pays développés qui effectivement achètent beaucoup à la Chine. Et donc, bien sûr, c'est une nouvelle plutôt négative et qui confirme bien que l'économie mondiale est en phase de freinage marqué en 2023. Très clair, effectivement. Il y a un autre indicateur, là, en provenance des États-Unis, qui le montre, c'est l'activité dans les services qui ralentit. Alors, l'ISM service, qui est un indicateur important, qui est un indicateur avancé, comme on dit, donc qui préfigure de l'évolution future de l'économie, est en baisse. Et je pense que le graphique montre très clairement que cet indicateur est quasiment au plus bas depuis la crise sanitaire, qui avait été été plombée d'une façon beaucoup plus importante, mais donc on est vraiment au plus bas depuis la crise sanitaire quasiment sur cet indicateur. C'est une mauvaise nouvelle, surtout par rapport aux anticipations de marché, car le marché se fait surtout par rapport à ce qui n'est pas anticipé, et non pas parce qu'il est anticipé. Un marché évolue en fonction de ce qu'on n'attend pas.
ceci n'était pas attendu. Hein. Est-ce que le consensus l'attendait plus haut, c'est ça ? Le consensus l'attendait beaucoup plus haut. Il y a un écart important sur cet indicateur. C'est pour ça que, personnellement, je pense qu'effectivement, et c'est écrit, entre guillemets, enfin c'est déjà prévu, les économistes attendent un taux de croissance 23 pour les États-Unis qui est très très bas et qui est en fort ralentissement par rapport à l'année dernière. Donc ça vient confirmer, et pour nous c'est un élément négatif à nouveau. Même si ça reste quand même au-dessus de 50, donc en niveau d'expansion. Oui, c'est la tendance qu'on regarde. L'écart avec le consensus, c'est la tendance. C'est la tendance, et surtout l'écart avec ce qu'on anticipait. Il y a un autre indicateur qui milite, qui plaide pour le scénario que vous nous présentez, c'est la hausse du défaut de paiement des entreprises, donc les obligations corporate qui ne se remboursent pas. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouvelle très importante, sûr, qui correspond à un rapport qui a été rédigé comme chaque année par Deutsche Bank sur le sujet, et qui nous dit, bah oui, le cycle des défauts de paiement a commencé, le cycle financier est mal orienté, les entreprises commencent à effectivement être en difficulté, c'est ça que ça veut dire. Donc le taux de défaut sur les high yield, donc sur les entreprises les plus endettées. Hein, c'est ça, les rendements les plus risqués, enfin les hauts rendements, donc les entreprises les plus risquées. Ce high yield, c'est un peu la spéculation. Hein. On achète des entreprises en difficulté en disant elles ne vont pas faire faillite, donc je vais avoir un bon rendement. Et le défaut, qui est la contrepartie des primes de risque et du niveau très élevé de ces taux, les défauts ont doublé depuis un an. Ils ont doublé. Et on s'attend, ou Deutsche Bank s'attend à ce qu'ils atteignent 9% dans l'année qui vient. Donc c'est quand même quelque chose de clairement négatif. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réalité d'un cycle donc du delinquency rate, comme on dit, enfin du taux de défaut des entreprises qui augmente, et qui n'est pas bon, évidemment, et qui est connecté avec les informations précédentes, et notamment le ralentissement économique. On va être très clair, ce sont les fameuses entreprises zombies dont on parle, qui ont des niveaux d'endettement hyper élevés, qui, la moindre hausse de taux court, impact au long, et ben ça... Il ne faut pas forcément avoir une récession pour que le taux de défaut augmente. Aujourd'hui, le taux de défaut il est lié au leverage, enfin au levier financier qui a été important pour les entreprises. Donc effectivement, c'est pour moi un élément factuel, c'est pas l'anticipation, et c'est négatif. C'est très clair. Du coup, par la force des choses, la synthèse, -1, -1. Alors voilà, il ne faut pas avoir fait des longues études pour faire le calcul. Alors, je cherche des bonnes nouvelles, hein, dans la plus grande objectivité possible, je cherche des bonnes nouvelles semaine après semaine, j'en ai pas trouvé cette semaine. Donc on est dans le négatif, surtout dans la conjoncture économique, hein, c'est très clair. 3 points économiques négatifs, la baisse de l'ISM, la forte baisse des exportations chinoises, et l'OPEP qui veut réduire sa production, ce qui veut venir contrarier finalement l'ajustement. Le pétrole, c'est une variable d'ajustement par rapport à la conjoncture économique. Le pétrole reflète la conjoncture économique et peut parfois aussi la générer en quelque sorte. Et tout, c'est à la fois une mais c'est ça, plus le pétrole est cher, plus il peut freiner la croissance économique. Voilà, exactement. Donc au total, 3 éléments économiques négatifs, un élément financier négatif, ça nous fait... Et quel élément financier ? C'est un élément important. Ça nous fait -4. Désolé, j'aimerais pouvoir dire +4. Moi, aujourd'hui, vous n'avez pas l'habitude d'être proche des +4, mais en tout cas, c'est un scénario que vous soutenez depuis déjà de nombreux mois. Et effectivement, là, on a un faisceau d'indicateurs en données dures, en plus, hein, qui laisse supposer que... Voilà, ce qui nous faut penser à nouveau, et c'est la conclusion ultime, que le niveau de risque est très élevé. Et donc pas à force des choses... La conclusion de ce type d'exercice, c'est pas forcément de dire achetez ou vendez, c'est de dire au client, le niveau de risque actuel est élevé. Alors, c'est pas parce que le risque est élevé que forcément il se réalise et que forcément les cours baissent. C'est simplement une information très importante pour des investisseurs sensés qui aujourd'hui se disent bon, j'y vais ou j'y vais pas. Et en matière de risque, tel que mesuré, tel qu'on essaie de le faire semaine après semaine, mois après mois, année après année, on est toujours dans une situation compliquée, avec un risque récessif toujours présent, avec des politiques monétaires qui vont à l'inverse de ce finalement elle devrait faire par rapport à la conjoncture économique, avec une inflation qui revient, qui est revenue, qui est toujours là, avec un risque géopolitique qui demeure important, même si effectivement tant qu'il n'y a pas de crise majeure, ça n'impacte pas, avec des marges d'entreprise qui ont commencé à baisser, les marges d'entreprise ont commencé à baisser. Donc les valorisations. Et les valorisations qui sont élevées. Mais alors les marges baissent et les valos augmentent, c'est quand même... la valorisation mesurée comme... le prix par rapport aux bénéfices. Ouais, d'accord. On va dire le PER, donc le rapport cours-bénéfice. Bénéfice-cours.
Ok, très clair. Du coup, par la force des choses, on reste à l'écart. Par rapport aux investisseurs de long terme, je considère toujours qu'il faudrait purger un petit peu. Les choses vont dans le bon sens, d'une certaine manière. Ça fait 3 mois que le marché stagne. Après, il y a une hausse phénoménale d'octobre dernier jusqu'à février, à peu près. On a eu un phénomène aussi rare, voire unique. Maintenant, on s'est calmé. Ça fait 3 mois qu'on est en train de digérer tout ça. On détache des dividendes aussi. C'est quand même, d'un point de vue technique, un élément qui relativise l'aplat du marché depuis le mois de février. Et on attend la suite. Et on attend, bien sûr, la Fed. Chiffre sur l'inflation mardi, Fed mercredi, BCE jeudi, c'est la semaine de tous les dangers. Même si les dangers sont anticipés, en fait, en réalité, il n'y a pas de danger du tout. Il y a toujours du danger sur les marchés, toujours. Il y a du risque. Et du risque, et à nouveau, pour conclure, ce risque, le niveau de risque nous semble toujours très élevé. Très élevé. Eh bien, écoutez, merci Eric pour votre franchise, pour vos analyses, pour votre œil. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous nous accompagnez tous les vendredis, plutôt sur notre plateau, pour nous faire le point sur la semaine écoulée, sur l'impact des différentes actualités macroéconomiques, microéconomiques, financières, monétaires, comme vous venez de le voir, et leur impact sur les marchés financiers. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.